Bonsoir, bienvenue à vous. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir en direct sur Média TV dans 11 dit toi. Alors le phénomène inquiète de nombreux chirurgiens esthétiques dans le monde entier et pour cause. Les spécialistes disent qu'auparavant les patients justement venaient consulter avec des images de célébrités à laquelle ils voulaient ressembler. Aujourd'hui, ces mêmes spécialistes disent être devant un nouveau phénomène, la dysmorphie Snapchat. Alors ce terme désigne le besoin de ressembler à des versions filtrées de soi-même avec des lèvres plus pulpeuses, des yeux plus grands ou encore un nez plus mince. Alors les réseaux sociaux ainsi que tous ces outils d'embellissement type filtre et autres artifices sont-ils en passe de développer un nouveau trouble mental, de créer une nouvelle réalité physique bien loin de notre réalité? On en parle en direct ce soir avec vous, Dr Hachem Thiel, vous êtes psychiatre. Bonsoir docteur, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Alors, avant de parler... Pardon? Vous êtes là, docteur? Je ne vous entends pas très bien. Je ne vous entends pas. Vous y arrivez, non? Vous m'entendez? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez, c'est parfait. On y va. Là, c'est bon, absolument. Alors, avant de parler de dysmorphie Snapchat, on va parler des dysmorphies. On va d'abord définir ce que c'est comme terme, la dysmorphie, surtout que très souvent, c'était d'abord associé à ce qui est corporel et à ce qui est physique, enfin l'image. Et donc, vous, les spécialistes, vous connaissiez bien ces deux types de dysmorphie, à savoir la dysmorphie corporelle et la dysmorphie faciale. C'est bien ça, docteur Hachem Thiel? Oui, alors ça touche à un problème important. Je suis très content que vous en parliez. D'ailleurs, on en parle un petit peu partout maintenant. Parce que l'image du corps est un élément fondamental de l'équilibre psychologique de l'individu. L'image de notre corps est quelque chose qui se construit doucement, lentement, dès nos premières expériences infantiles, et elle constitue cette image de notre corps, donc c'est la manière avec laquelle on se représente notre corps, elle se constitue et jusqu'au moment où elle est bien présente, et elle va constituer une partie essentielle de l'image de soi, donc qui va déterminer une grande partie de notre équilibre psychologique. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer en permanence. D'ailleurs, on le voit, les femmes se maquillent, on arrange ses cheveux, ses vêtements, les vêtements font partie aussi de cela. Et notre visage est un élément particulièrement important. Donc, il y a la tenue vestimentaire et le visage est particulièrement important parce que c'est avec lui qu'on transmet l'essentiel de ce que nous sommes ou de ce que nous pensons que nous sommes à l'autre et que cet autre va nous renvoyer une image qui, elle, va être négative ou positive de nous-mêmes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça se met en place, doucement mais sûrement. Alors, le problème se pose quand il y a quelque chose qui, en nous, est problématique, quand il y a une anomalie en fait, physique, non pas réellement, mais quand on la perçoit comme telle, on commence à voir des fois quelque chose qui n'est pas normal en nous-mêmes et qui peut exister, auquel cas c'est de la dysmorphie, mais qui peut aussi ne pas exister, que l'on se représente nous, parce qu'il y a un problème en nous qui fait qu'on a une perception de cette chose qui n'est pas tout à fait la bonne, auquel cas ça devient du dysmorphisme. Et donc qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? Ce que l'on essaye de faire quand on a une dysmorphie, donc un problème réel, on essaye de l'arranger parce qu'il est en totale inadéquation avec la représentation que l'on a envie d'avoir, et ça va occasionner chez nous un mal-être qui peut être suffisamment grand pour nous empêcher en fait de fonctionner dans la vie, dans notre relation à l'autre, dans nos relations professionnelles en général. Et dans ce cas, on va voir un chirurgien plasticien qui essaye de changer, de modifier cette anomalie qu'il y a en nous, cette dysmorphie. Mais dans ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à l'objet, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est différent. C'est quelque chose qui est différent en ce sens que ce qui s'est passé, c'est que progressivement, avec Snapchat en particulier, et pas seulement, on a glissé dans des modifications des images que nous avons de nous-mêmes. On change, on falsifie grâce à des filtres particuliers qui donnent une image de nous-mêmes qui devient particulière, qui est pas du tout celle que nous sommes, qui ressemble à celle que nous sommes, mais en améliorée en fonction des filtres. Alors,
Le problème, c'est qu'on commence à ce moment à ressentir, à voir en nous justement des dysmorphies qui n'en sont pas. Elles sont des dysmorphies à partir de ce selfie retouché. Et c'est ça le problème. Elles deviennent des dysmorphies du selfie retouché. Et donc, qu'est-ce que vont faire les gens? Vous savez, aux États-Unis, j'avais lu des travaux qui ont montré que 50% des demandes chez le chirurgien plasticien, ce sont des demandes par lesquelles une personne va chez le médecin, chez le plasticien, et elle lui dit, écoutez, voilà mon image, je veux être celle-là parce que celle-là, c'est moi. Et à partir de là, ça devient problématique parce que c'est une image elle-même du selfie, c'est une image tronquée et qui peut s'améliorer et qui peut changer encore en permanence, et on rentre dans quelque chose de franchement pathologique et qui va pouvoir accaparer toutes les énergies de quelqu'un jusqu'au point de devenir quelque chose de réellement handicapant. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé, est-ce que ce problème, est-ce qu'il est dangereux? Oui, c'est dangereux. Si on ne fait pas attention, il peut entraîner des dérèglements psychologiques et un mal-être profond chez l'individu, parce que toute sa vie va être accaparée par ça. C'est pour ça que je disais au début de l'émission à quel point l'image de notre corps est un élément fondamental de notre équilibre psychologique. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc là, on est en train de toucher à quelque chose qui est fondamental, à quelque chose qui est essentiel, avec tous les désastres qui peut entraîner si on ne fait pas attention à empêcher ce glissement. D'ailleurs, il y a même je ne sais plus c'est pas Snapchat, mais un autre, quelqu'un d'autre qui fait ça sur Internet. Et ils ont carrément bloqué un filtre qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient nommé, je crois, chirurgie esthétique, donc ou quelque chose qui ressemble à cela. Ceci pour dire à quel point on a tenu compte des travaux qui se font maintenant, surtout dans les pays anglo-saxons d'ailleurs. Hein. Donc en France, ça n'est pas encore très présent. Chez nous, ça va certainement arriver. Mais permettez-moi de vous interrompre, docteur Hachemtiel. Est-ce que nous sommes tous vulnérables? Puisqu'en fait, il y a un lien entre la construction de l'image dès l'enfance et, on va dire, cette vulnérabilité face à cet embellissement absolu que nous offrent ces filtres. Est-ce que nous sommes tous susceptibles de nous laisser emporter par cette folie filtre? Nous sommes tous vulnérables. Vous savez, l'image de notre corps, quand elle est perturbée, ça peut devenir un handicap majeur quand elle est réellement particulièrement perturbée. Quelqu'un qui a une cicatrice sur le visage, qui ne veut pas partir, il est prêt à tout faire pour l'enlever parce que l'image que va lui renvoyer le miroir est insupportable. Mais bien évidemment, chacun va pouvoir y réagir à sa manière en fonction de ses propres défenses. Si je suis quelqu'un qui est relativement fragile, et c'est le cas de nos adolescents, des jeunes, et c'est beaucoup eux qui sont confrontés à la situation. Si on modifie quelque chose dans l'image de leur corps, ça risque d'avoir des conséquences importantes parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment stabilisés dans leur personnalité. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que nous sommes vulnérables à cela? Oui, nous sommes tous sensibles à cela, mais à des degrés divers quant à l'impact que peut avoir cette problématique-là sur notre équilibre psychologique. Nous ne sommes pas égaux par rapport à notre système défensif devant une question psychologique, même majeure. Donc voilà. Mais tout le monde, vous savez, si tout le monde pouvait se rapprocher de l'image idéale qui n'existe pas dans la réalité, parce que c'est un idéal, et comme tous les idéaux n'existent pas par définition, même si on cherche à les atteindre. Si on pouvait, on le ferait tous. On a tous des choses qui ne sont pas suffisamment belles à nos yeux dans notre corps. Un corps parfait est quelque chose, même les gens qui sont dans des métiers par lesquels ils doivent avoir un corps parfait ne sont pas satisfaits de leur corps, d'ailleurs encore plus eux que les autres. Ceci pour dire que c'est vraiment quelque chose de problématique et il est essentiel qu'on soit en relative harmonie entre la réalité de ce que nous renvoie le miroir et la représentation qu'on peut avoir de nous pour être suffisamment bien dans notre peau. Vous savez, sinon, c'est de l'anxiété qui c'est ça. arrive. Alors, si on devait un petit peu éclairer plus nos téléspectateurs ce soir, la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, on va dire, ce sont deux pratiques et des spécialités qui sont en plein essor et qui sont très demandées et qui sont bien développées. Maintenant, c'est quoi la limite entre
le besoin d'embellissement et le pathologique? Alors là, oui. Alors, il y a deux manières d'aborder la chirurgie plastique. J'ai beaucoup travaillé avec certains chirurgiens plasticiens qui ont d'ailleurs été formés à très très bonne école. Vous savez, nos chirurgiens plasticiens sont très bons. Hein, je ne sais pas si on le sait évidemment, mais ils font du très beau boulot, du très bon boulot, vraiment. Et aussi bien au niveau de la qualité des prestations qu'ils donnent, que de la qualité de relationnel qu'ils ont. Leurs résultats sont juste extraordinaires. Souvent, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'ils répondent à la demande des gens sans avoir des conséquences gravissimes. Vous savez, des aléas thérapeutiques existent, et il y a toujours des problèmes, il peut y en avoir, mais on n'en a pas plus qu'ailleurs. Vous savez, à la limite, on en aurait peut-être même moins qu'ailleurs. Donc ceci pour dire que nos chirurgiens prennent leurs précautions et ils font du bon boulot. Alors, ensuite, la chirurgie esthétique peut être une chirurgie par laquelle on va retoucher un petit peu l'esthétique de certaines personnes, ça se fait, et il y a l'autre esthétique, la chirurgie esthétique, par laquelle les chirurgiens essayent de corriger carrément quelque chose qui n'est pas, qui est fortement dysfonctionnel, une dysmorphie importante. Ça, c'est aussi un autre volet. Alors, pour répondre à votre question, le chirurgien plasticien va s'atteler en fait à répondre à une demande. Et ce qui est important dans cette demande, c'est l'évaluation de la demande. Parce que il faut voir dans quoi s'inscrit la demande du patient. D'abord, est-ce que la dysmorphie, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Est-ce que c'est une dysmorphie? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que ensuite, c'est pas simplement une recherche d'une amélioration de quelque chose sans qu'il y ait de dysmorphie? Et ensuite, quand la dysmorphie, quelle est sa place dans l'équilibre psychologique de l'individu? Alors, à partir de là, quand on a fait cette évaluation, on va voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a un changement qui pourrait être apporté à travers la demande de quelqu'un. Si ce changement est un changement que l'on peut percevoir, quand je dis on, c'est le chirurgien plasticien, comme s'inscrivant dans quelque chose de dysfonctionnel au niveau de la psychologie de la personne, il ne faut surtout pas le toucher. Il ne faut surtout pas le toucher avant d'avoir l'avis d'un spécialiste, et le spécialiste qui va évaluer, encore une fois, la place de la plainte, la place du symptôme, la place du problème dans l'équilibre de la personne. Et parce qu'il y a des fois, dans un nombre de fois parfois non négligeable, la réponse à la demande d'intervention, elle n'est pas chirurgicale, elle est psychothérapique. Elle est psychothérapique, elle est chimiothérapique. Donc il faut vraiment creuser avec le patient. Il faut creuser avec le patient et considérer la personne qui vient en demande d'un acte, qui soit faisant partie de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique, comme un patient et non pas comme un client. Il faut l'aborder comme ça. Ce sont des patients. Vous savez, le chirurgien plasticien, à mon sens, s'inscrit dans ce qu'il est, à savoir un médecin un chirurgien. Il soigne. Il soigne une souffrance. Il soigne donc un malaise en l'occurrence. Vous savez, quand une femme ou un homme change un nez qui l'insupportait comme pas possible, qu'il mettait très mal à l'aise, j'en ai vu beaucoup, et qu'il se retrouve avec un beau nez. Beau nez, ça veut dire qu'il est conforme à la représentation qu'il a du nez qu'il devrait avoir. Quand on a ça, leur vie est transformée. Ça veut dire que le médecin, dans ce cas de figure-là, il aura permis à la personne d'être plus à l'aise, d'être moins anxieuse, d'être plus affirmée, d'être plus assertive, d'être plus à même d'être dans des relations de meilleure qualité avec des individus du sexe opposé, de même sexe, dans le travail. On a changé radicalement le devenir de quelqu'un, donc il ne faut pas minimiser la chose. Les chirurgiens plasticiens changent la vie de beaucoup de gens. Alors ensuite, il y a l'embellissement. Quand une femme se sent, elle voit son visage vieillir trop vite, quand elle a quelques années, qu'elle a avancé un petit peu dans l'âge et qu'elle change un peu son visage et que le miroir lui renvoie un visage confort, en tout cas moins insupportable qu'il ne l'était. Mais c'est extraordinaire parce le médecin a agi dans le sens d'un allègement souvent important du mal-être occasionné par ce qu'elle avait. Et donc, c'est vraiment mais si le mal-être persiste? Alors, si le mal-être persiste, ça veut dire soit que l'évaluation première de la demande n'était pas suffisamment bonne,
possible, soit il faut apporter une aide psychologique. Alors, on retrouve des fois, et c'est rare quand même, je crois qu'il faut, il faut dire ce qu'il y a de positif. La plupart du temps, il n'y a pas ces problèmes. Il y a quelques exceptionnelles personnes qui se retrouvent en train qui sont jamais satisfaites de ce qui s'est fait. Et on retourne au Snapchat. Le problème du Snapchat, c'est qu'il va certainement s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire que je m'améliore une fois, ensuite je vais encore changer avec un filtre mon aspect extérieur, et je vais à ce moment chercher encore à ressembler à ce que j'ai envie d'être à travers les filtres du Snapchat. Et c'est quelque chose qui ne se termine jamais. C'est en cela que, je le dis solennellement, cette problématique du dysmorphisme du Snapchat avec le travail qu'il fait avec les dysmorphies est quelque chose d'absolument dangereux, et je crois qu'il faut en avoir conscience. Il faut savoir sensibiliser les gens qui sont devant nos jeunes et pas seulement à cette histoire pour qu'elle ait le moins possible de répercussions, sinon on s'en sort plus. Est-ce que ça passerait aussi par nourrir et construire l'estime de soi déjà dès l'enfance ? De toutes les manières, c'est quelque chose d'important. L'estime de soi, elle doit être bien sûr affirmée autant que faire se peut, mais le problème c'est que comment est-ce que ça peut se faire ? Vous savez, c'est surtout en poussant nos enfants à vivre leurs expériences. Vous savez, il n'y a pas de technique particulière dans l'éducation, hormis la nécessité pour les parents de laisser leurs enfants vivre des expériences, ne pas les surprotéger. C'est à travers les expériences de vie qu'on confirme l'estime de nous-mêmes. Et ensuite, il faut bien sûr, il faut un petit peu aider nos enfants à être plus sûrs d'eux à travers le fait de les aiguiller sur ce qu'il faut pour qu'ils apprennent aussi à s'habiller, à s'arranger, pour là aussi que le miroir leur envoie une image suffisamment bonne d'eux-mêmes. C'est important. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas rien. L'image de soi, c'est tout cela, c'est ce que nous renvoie le miroir, dans ce qui nous renvoie par rapport à notre visage, mais aussi dans ce qui nous renvoie par rapport à notre tenue vestimentaire, qu'elle soit aussi la plus proche possible de ce qui nous semble être en harmonie avec nous-mêmes, pour être à l'aise dans ce que nous sommes, et parce que être à l'aise là-dedans, dans ce que nous sommes, est une partie importante de l'estime de nous-mêmes. Donc, s'apprêter, oui, s'arranger, oui, arranger sa coiffure, oui, arranger ses vêtements, oui, ses chaussures, tout cela est important, même à la maison. Alors ça, c'est de l'éducation. Mettre le doigt chez les enfants, les sensibiliser à ces aspects, justement pour que aussi ils ne soient pas à la merci simplement de ce miroir qui peut leur renvoyer des choses qui peuvent être hautement destructrices de leur personnalité. Merci infiniment, Dr Hachem Thiel, d'avoir été en direct ce soir avec nous. Merci beaucoup. Et justement, j'en profite pour annoncer le sujet qui viendra demain. Donc, on va continuer à sensibiliser au maximum, à renforcer notre audience. Ça, c'est très, très important. À travers aussi une discussion sur l'estime de soi. Comment la travailler, la renforcer chez les enfants. J'en parlerai avec Madame Zoubida Ben Mamoun. Merci beaucoup, Dr Hachem Thiel. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Un grand merci à l'équipe en régie. Et puis, n'oubliez pas que Média TV met à votre disposition Média News, que nous mettons également à votre disposition Média Podcast, et que le podcast Histoire de parents, la série que je vous présente, eh bien, le nouvel épisode est déjà disponible à l'écoute. Bonne soirée. À demain.